Alors, du coup, les différents prérequis pour commencer. Euh, Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu lié à la première partie sur la France et ses avantages, c'est que globalement, en France, finalement, on a plutôt comme habitude de se dire que pour investir, en tout cas si on est un petit peu renseigné, pour investir, bon, globalement, on fonctionne avec de l'emprunt. Ça, c'est quelque chose qui est plus ou moins commun chez nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le cas à l'étranger. Donc, le premier prérequis, c'est de se dire que l'emprunt n'est pas, on va dire, quelque chose de, non pas nécessaire, mais en tout cas unique. C'est-à-dire que dans d'autres pays, des pays étrangers, la plupart du temps, ou dans beaucoup de cas, on investit soit avec de l'apport, soit carrément sans emprunt. Donc, il faut bien comprendre que l'emprunt est vraiment une particularité française, en tout cas l'emprunt total, c'est-à-dire du montant du bien, des travaux, des frais de notaire, c'est quelque chose qui est assez propre à la France. Et ça, c'est un gros avantage qu'on a en France. Donc, le premier prérequis, c'est ça. Le second, ça va être aussi la législation. Ça, c'est un prérequis qu'il faut bien comprendre, puisqu'en France, on a une législation qui a quand même le mérite d'être assez carrée, ce qui n'est pas non plus le cas à l'étranger dans certains pays, en tout cas, où il y a des pays où, clairement, il y a beaucoup d'arnaques. Il faut se méfier, on y reviendra dans la partie sur les risques, mais clairement, il faut se méfier de beaucoup de choses. En France, on a quand même cette chance d'avoir quand même un système judiciaire qui fonctionne bien, qui permet d'avoir confiance dans les différents acteurs, et encore une fois, ce n'est pas le cas de tous les pays. Donc ça, c'est quelque chose d'important au niveau des prérequis. Également, dans les prérequis sur la législation, il y a aussi le côté, du côté locataire plutôt, où en France, pour le coup, on est plutôt en faveur du locataire et donc en défaveur du propriétaire, ce qui n'est pas non plus le cas dans d'autres pays où, clairement, ça va être beaucoup plus flexible au niveau des règles, soit au niveau des contrats, etc., au niveau des baux. Les baux en France, c'est très très lourd, vous le savez, avec les diagnostics, avec tout ça. Un bail, ça fait vite, c'est vite épais comme ça. Alors qu'à l'étranger, ça peut être une simple feuille recto verso quasiment et pas de une caution, et je veux dire pas de fiche de salaire à demander, etc. Beaucoup plus flexible, mais également beaucoup plus flexible en cas, bien sûr, d'impayé ou de problème dans le bien. Voilà. Donc ça, c'est un autre prérequis également à prendre en compte. D'autre part, de manière un peu plus pratique, il y a aussi l'aspect géographique qui va être de prendre en compte déjà pour vous la distance pour la gestion. Donc, il faut déjà prendre en compte qu'il va falloir payer quelqu'un pour gérer, ça c'est quasiment nécessaire, mais également le fait de devoir de temps en temps retourner dans le pays, peut-être pour voir le bien, pour effectuer certaines choses, pas forcément, mais en tout cas, prévoir de temps en temps d'avoir un peu plus de gestion, en tout cas, plus de difficultés à gérer. Ça, c'est une chose, mais d'autre part, au niveau géographique, il faut bien comprendre qu'en France, il y a des questions qui, pour nous, sont totalement inconnues. Je vais prendre un exemple tout simple. Je connais des personnes qui investissent, par exemple, à Bali, qui est une île qui est en Asie du Sud, qui est très bien, en l'occurrence, mais le problème, c'est que cette île-là, par exemple, c'est une île qui est volcanique, qui est sujet à des tremblements de terre. Par exemple, c'est quelque chose qui, en France, ne viendrait même pas l'idée. Enfin, on ne pense même pas au fait d'avoir un tremblement de terre dans une ville et que notre bien s'écoule, par exemple. À Bali, c'est un vrai sujet. Ça peut être le sujet également des tsunamis, d'ailleurs. Des tsunamis, des éruptions volcaniques, bref, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles on n'a pas vraiment à penser, puisque en France, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vraiment de volcan actif, on n'a pas de tremblement de terre, on n'a pas de tsunami. D'autre part, si vous êtes, par exemple, vous voulez acheter à Bali, c'est un exemple, et que votre villa se retrouve recouverte par un tsunami, par exemple, bon, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que déjà il y a une assurance pour ça? Parce qu'encore une fois, on en revient à la législation. En France, on a une législation qui est assez carrée, il y a des assurances, il y a des systèmes qui sont en place, ce qui n'est pas forcément le cas à Bali, je vous le dis, parce que je connais un petit peu l'endroit. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont en place à ce niveau-là pour vous protéger? Est-ce que vous avez prévu le coup? C'est toutes ces choses-là, toutes ces hypothèses qu'il faut mettre en perspective en termes de prérequis avant de songer à investir. Est-ce que vous êtes prêt à vous plonger là-dedans? Ça, c'est une question que vous devez vous poser en premier lieu. Donc, vous êtes à noter ça et à vous poser réellement la question, est-ce que vous êtes prêt à vous mettre dans ce genre de choses, de réflexion? Est-ce que vous êtes prêt à bien sélectionner également le pays dans lequel vous allez investir? Parce qu'il y a également des problématiques politiques vis-à-vis du pays, de sa gouvernance. Est-ce que les étrangers peuvent acheter, oui ou non? Et est-ce que dans le futur, cette propriété étrangère ne risque pas d'être remise en question? Ce qui est le cas dans beaucoup de pays. Voilà. Par exemple, je vais vous dire un exemple, en Thaïlande, par exemple, un étranger comme moi, qui est français, par exemple, ne peut pas acheter une maison à son nom, c'est interdit. Il n'a pas le droit d'acheter une maison avec un terrain, etc. Il ne peut pas être propriétaire de la terre. La terre doit toujours rester propriétaire d'un Thaïlandais. Voilà. En revanche, il peut être propriétaire d'un appartement dans un condominium, donc c'est un grand immeuble, mais il ne peut pas être propriétaire d'une maison. Donc ça, c'est un point quand même qui est assez important. Donc ça, c'est l'aspect plutôt politique, on va dire, législatif également. Et enfin, on a l'aspect très important qui va être économique et monétaire. Vous savez, dans le CDA, on parle beaucoup d'économie. Et pour le coup,
investir à l'étranger, il y a une vraie problématique également économique au niveau du pays, mais surtout, j'ai envie de dire, monétaire. Les deux sont liés, bien sûr, mais la monnaie, c'est quelque chose d'important. Par exemple, le Budapest, où j'étais, c'est une autre monnaie, c'est le forain. Le nom de la monnaie, c'est le forain. Donc, c'est pas l'euro. Quelque part, ça peut poser des problèmes. Pourquoi? Parce que vous achetez un bien dans une monnaie qui est étrangère, vous êtes loué dans une monnaie qui est étrangère. Que se passe-t-il en cas de variation du taux de change? Que se passe-t-il si le forain prend la valeur, ou à l'inverse, s'il perd de la valeur? Est-ce que si d'un coup, votre bien, sa valeur n'a pas bougé dans la monnaie locale, mais le taux de conversion bouge énormément, ce qui fait que vous perdez énormément d'argent si vous changez votre argent. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des questions pareilles que vous devez être capable de vous poser et d'assumer entre guillemets les conséquences de ça. Donc il y a tous ces aspects-là quand même qui sont importants. Donc la dévaluation monétaire, en tout cas les changements de taux de conversion, de taux de change, les problématiques économiques, les problématiques politiques, les problématiques également géographiques, législatives et également au niveau des financements. Bon, pour la Hongrie, on va y revenir, mais il y a des possibilités de se faire financer, mais c'est également quelque chose qui est important à prendre en compte. Donc il y a toutes ces choses-là déjà. Première chose à vous poser comme question, avant d'investir, avant de choisir un pays dans lequel investir. Avant d'aller voir même la fiscalité, avant d'aller voir si le marché est rentable, déjà posez-vous ces questions-là. C'est déjà le plus important. Ça, c'est très personnel. Moi, je suis prêt à faire avec, c'est-à-dire à faire les calculs nécessaires pour me lancer dans un tel projet. Maintenant, est-ce que vous, c'est votre cas aujourd'hui? Peut-être oui, peut-être que non. En tous les cas, ça dépend vraiment de vous. C'est les questions à vous poser aujourd'hui. Donc ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, c'est là et seulement là qu'on va s'intéresser au potentiel du pays en termes de croissance, donc la valorisation du patrimoine. Vous savez à quel point je suis attaché au fait d'acheter dans des endroits, ou en tout cas acheter des biens qui vont être sous-valorisés pour les revendre plus cher plus tard, ou alors que le marché s'apprécie. Est-ce que c'est un pays d'avenir? Est-ce qu'il y a une activité économique? C'est quelque chose qui est, entre guillemets, qui est à potentiel finalement dans ce pays. Ça, c'est une chose. Est-ce que le pays a une bonne croissance ces dernières années? Est-ce que c'est un pays qui est sécurisé? Voilà, toutes ces choses-là sont des choses importantes. Est-ce que le marché locatif est intéressant? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est bien géré, etc. Toutes ces questions-là vont venir dans un second plan, donc je vais les noter ici. Ça va être du coup tout ce qui est lié au marché, le pays, la croissance, toutes ces choses-là auxquelles on va s'intéresser quand on va investir dans une ville, même en France. Voilà. Ces choses-là, on va s'y intéresser aussi en France, et bien on va faire la même chose à l'étranger une fois qu'on a validé les prérequis numéro 1. Voilà. Voilà, Mathieu, pour les prérequis.